On va commencer par la sécurité dans le monde du football avec ce match qui finalement s'est joué hier soir. Vous l'avez regardé ou pas au MOL? Oui, oui, j'étais au stade au PC Sécurité. Comme les choses se sont très bien passées, j'ai même pu regarder la partie qui était avec une très belle victoire de l'OM. Satisfait que ce soit bien passé. On rappelle que le match devait initialement se jouer le 29 octobre dernier. Il y a eu ces incidents, le bus des Lyonnais, supporters et joueurs qui a été pris pour cible. Hier, comment ça s'est passé en termes de sécurité? Beaucoup de forces de l'ordre déployées, hein. Oui, oui, j'ai vu que la préfecture de police avait déployé beaucoup de forces, hein. J'étais d'ailleurs avec la préfète sur le dispositif de sécurité. Aucune difficulté constatée. Deux gardes à vue pour un vol de scooter et pour une personne qui vendait des places à la sauvette. Parce que vous savez que nous étions nombreux du parquet de Marseille pour pouvoir réagir immédiatement. Mais globalement, les choses se sont super bien passées et je suis ravi que le sport ait repris tous ses droits. On a appris en début de semaine 3 personnes qui sont gardées à vue dans le cadre du match du 29 octobre dernier, qui ne s'est pas joué, mais dans l'affaire des saluts nazis dans Ah, le ah, stade à Marseille. Absolument. Si vous vous Ça en est souvenez où? bien, on avait ouvert 3 enquêtes. Première enquête, attaque du bus des supporters lyonnais, comparution immédiate, condamnation des auteurs. Deuxième affaire, celle-ci, comportement des supporters lyonnais, cris de singe, salut nazi, donc des faits très désagréables. Après un travail diligenté par la Sûreté départementale de Marseille, on a identifié 3 des auteurs. Un a été mis hors de cause dans le cadre de la garde à vue et 2 ont été déférés cet après-midi même au parquet de Marseille. Ils ont fait l'objet d'un renvoi à une date ultérieure pour être jugés, puisque la peine encourue finalement n'est pas si élevée que ça, puisque incitation à la haine et provocation, c'est 1 an d'emprisonnement. On ne pouvait pas les faire passer en comparution immédiate, mais ils seront très prochainement jugés et avec d'ici là une interdiction de paraître dans des stades. Dans un stade. On n'en sait plus sur leur profil. On avait entendu dire qu'ils avaient déjà été interdits de stade. Alors, ils étaient surtout, ils font partie d'un club de supporters qui défraie un peu la chronique, hein, c'est la Mezzà de Lyon, Mhm. donc qui sont connus pour leur position très très désagréable d'extrême droite avec voilà les saluts nazis. Voilà où nous en sommes et ils seront jugés donc prochainement par le tribunal correctionnel de Marseille. Et on suivra ça. La deuxième question d'actualité, c'est ce phénomène qui prend de l'ampleur, ce problème pour les commerçants et les riverains du quartier de Noailles. Les vendeurs à la sauvette, ça existe depuis plusieurs années, mais les riverains et commerçants et les élus sont d'accord pour le dire que ces dernières années, le phénomène s'est amplifié avec des problèmes notamment de sécurité. Il y a quelques jours, la maire des 1-7, Sophie Camard, a déposé plainte. Comment ça va évoluer? Quels outils vous avez justement pour pouvoir régler ce Oui, problème? alors c'est des infractions au regard de la problématique marseillaise qui peuvent paraître de faible intensité, mais leur caractère répétitif et massif rend un petit peu insupportable la situation et on comprend très bien que la maire chargée de ce secteur centre-ville soit excédée et dépose une plainte. Alors on va s'inscrire dans une action totalement globale. Je ne veux pas parler à la place de la préfète de police, qui est dans la prévention, la mobilisation des forces. Elle va mettre en œuvre ce qu'on appelle un plan centre-ville. C'est à elle, évidemment, de vous le détailler, de lui en parler. Mais l'autorité judiciaire a naturellement toute sa place. Et nous allons mettre en œuvre une réponse plus ferme sur les vendeurs à la sauvette, qui peuvent être de type de déferment au parquet, d'interdiction de paraître dans les zones où ils se sont livrés à cette vente à la sauvette. Donc ces éléments vont être pris en compte de manière plus forte par le parquet de Marseille à compter de janvier 2024. Et qu'on comprenne bien ces derniers mois, est-ce qu'il y a eu des interpellations, des jugements Oui, de ces personnes? bien Oui. sûr. On essaie de faire une riposte graduée. On ne peut pas tout renvoyer devant le tribunal correctionnel. Au départ, on Mhm. peut faire pour un premier ou un deuxième passage une alternative, c'est-à-dire avec une interdiction de paraître. Si la personne, comme ça arrive parfois, sinon souvent, ne la respecte pas, garde à vue, composition pénale avec paiement immédiat d'une amende. Et puis, ça peut aller, si la personne est multirécidiviste, jusqu'à la comparution immédiate, puisqu'il faut arriver à faire cesser ces comportements ou en tout cas, au moins, à les juguler. La troisième question d'actualité, c'est la crainte du monde judiciaire par rapport à l'installation de la future cité judiciaire aux portes des quartiers nord, dans le quartier d'Euroméditerranée. Le tribunal actuellement se trouve dans le centre-ville. Alors il y a cette crainte, on l'a entendu, de la part des magistrats, des avocats. Vous en pensez quoi, vous?
Alors, le choix politique a été arrêté, hein, puisque lors précisément de mon audience d'installation, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a fait cette annonce de l'ouverture de la cité judiciaire. Alors sur l'emplacement, moi j'ai pas de commentaire à faire. En revanche, regrouper l'ensemble de l'activité judiciaire marseillaise sur un seul site est particulièrement pertinent, puisque pour vous donner un exemple, nous sommes actuellement éclatés sur 7 sites différents, à la Belle de Némée, rue de l'Anglade, le palais numéro 1 historique, le palais numéro 2, le troisième. C'est incompréhensible pour le justiciable, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, et c'est aussi la perte d'une communauté de travail qu'il est important de faire vivre. Les gens ne se voient plus, ne se remplacent pas. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement pertinent. Ensuite, et là ça relève pas du procureur de la République, ça relève de l'autorité politique, des autorités municipales, de faire un accompagnement naturellement pour ne pas dévitaliser le centre-ville de Marseille. Vous parlez d'une situation un peu compliquée actuellement pour le justiciable, pour les avocats. Également, on pense aux avocats qui ont une audience dans tel site, à tel site, ça va être regroupé, donc ce sera plus pratique pour eux. Néanmoins, ils sont en colère pour la plupart. On a entendu l'Ordre des avocats de Marseille, ils ne comprennent pas cette décision. Comment vous l'expliquez ? Alors, je pense que c'est par rapport à la localisation de leur cabinet. C'est-à-dire que la plupart des cabinets des avocats marseillais sont dans le 6e arrondissement, à proximité des 3 sites judiciaires historiques. Donc, moi, je comprends très bien leur réticence. Ensuite, je crois que, et c'est un peu dans cet esprit-là que nous discutons, le président du tribunal, moi-même, avec le bâtonnier et les représentants de l'ordre des avocats, la décision politique a été arrêtée. Il faut maintenant avancer pour que ce palais de justice soit le meilleur à la fois pour les professionnels qui vont y exercer, au premier rang desquels les avocats, mais également pour les justiciables. Je crois que c'est un très très beau projet. J'ai entendu les sommes qui vont être engagées dans le cadre du plan Marseille en grand, 350 millions d'euros. Cet argent bien utilisé va nous permettre d'avoir un bijou qui répondra aux besoins de la deuxième ville de France. On passe au gros dossier de ce Marseille politique, c'est la lutte contre le narco-banditisme. On va regarder ces chiffres impressionnants du nombre de personnes qui ont perdu la vie dans des affaires liées au trafic de stupéfiants depuis le début de l'année. Ce chiffre, c'est 47 homicides par balle depuis le début de l'année à Marseille. On est déjà au-dessus du nombre de morts l'an dernier. D'abord, est-ce que vous confirmez ce chiffre de 47 ? C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Alors, on ne peut pas dire règlement de compte parce que voilà, c'est un peu vaste. 47 morts, ce sont des morts par balle dans des affaires liées au trafic de stupéfiants, c'est ça ? Oui, absolument. Je vous confirme ces chiffres qui sont dramatiques, qui sont en très forte augmentation en 2023 et qui nous imposent d'avoir une réflexion pour essayer évidemment de les réduire. Comment vous l'expliquez ? On a beaucoup parlé de cette guerre des gangs, notamment entre la DZ Mafia et le gang Yoda, avec un coup de filet qui a eu lieu ces dernières semaines. On va en parler dans un instant. Mais c'est ça qui explique ce nombre de morts depuis le début de l'année. C'est une guerre entre deux gangs ? Alors, on a une problématique globale. Ça fait plusieurs années qu'on a une augmentation de ce qui a été qualifié par mon prédécesseur, et c'est le terme le meilleur à employer, plus que règlement de compte, vous l'avez dit, de narco-homicides. C'est-à-dire des homicides qui sont liés très clairement au trafic de stupéfiants, qui est une véritable plaie sur l'agglomération marseillaise. Donc, rajeunissement, personnes qui sont prêtes à tout pour gagner les points de deal. Donc, c'est un phénomène global, mais cette augmentation quasi exponentielle cette année est aussi très largement liée donc à ce phénomène global structurel. Se rajoute cette guerre effectivement que se livrent Yoda et la DZ Mafia, qui a entraîné un certain nombre d'homicides et qui fait que cette année nous atteignons malheureusement des chiffres records. Et il y a eu ce coup de filet avec une 50aine d'arrestations à la fois dans les deux camps. Ça veut dire quoi, que c'est terminé ? Ou pas du tout ? Il serait présomptueux de dire que c'est terminé. En revanche, là aussi, c'est quelque chose de très simple.
Qui a été arrêté dans ces cinquantaines de personnes? Quand vous arrêtez des personnes qui ont une place importante dans l'organisation, ça peut entraîner effectivement la réduction des homicides, des assassinats qui sont commis dans ce cadre-là. Et à ce propos-là, on focalise beaucoup, et à juste titre, sur ce nombre très important de règlements de compte, de narcomicides cette année. Mais vous comprenez bien, et je tiens à le dire, que nous travaillons au niveau des juges d'instruction et des procureurs du tribunal de Marseille, main dans la main avec la police judiciaire, pour mettre en place des stratégies pour essayer de lutter contre ce phénomène. Et autant l'acte lui-même, c'est-à-dire une rafale de Kalachnikov qui va tuer un jeune homme de 16, 18 ans, ou une femme, comme on l'a vu devant le McDonald's dans le 16e arrondissement, évidemment, là, il va y avoir une répercussion immédiate. Puis ensuite, il y a le travail de longue haleine de la police judiciaire et des interpellations qui interviennent dans un second temps. Et je vous remercie d'avoir relevé que depuis 4 ou 5 semaines, chaque semaine, nous séquençons des interpellations, à la fois des auteurs d'assassinats et des tentatives d'assassinat, mais également nous essayons de remonter sur des gros trafiquants dans le cadre d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Donc c'est une lutte globale, et je donnerai des chiffres précis ultérieurement, mais on est au-delà des 50 personnes dont vous avez parlé, oui, interpellées, arrêtées, écrouées pour la plupart d'entre elles. Est-ce qu'on peut parler du profil de ces personnes qui ont été arrêtées? Est-ce qu'on est d'accord que ce ne sont pas les têtes de réseau, que les grosses têtes de réseau sont à l'étranger, que c'est compliqué de les arrêter? Alors, nous constatons un rajeunissement à la fois des auteurs du trafic et des auteurs des assassinats en bande organisée, ce qui ne manque pas de nous inquiéter. Les phases d'interpellation récentes se sont attachées également à ne pas se limiter aux exécutants du trafic de stupéfiants ou des assassinats, et de remonter. Après, ceux qui sont qualifiés de têtes de réseau, dont je ne citerai pas les noms aujourd'hui, mais que tout le monde connaît, c'est là aussi où c'est un peu terrible, ces histoires de narcotrafic, certains d'entre eux sont effectivement réfugiés à l'étranger. Nous travaillons dans le cadre de la coopération internationale, et ma volonté, naturellement, est d'aller les chercher où ils se trouvent. Est-ce que vous avez les outils? On peut rappeler pour ceux qui nous regardent que vous avez été le président de l'AGRAS, que c'est l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Vous avez mis en place la confiscation des biens des trafiquants. Vous souhaitez que ce soit fait davantage. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui, si on identifie un trafiquant qui est à l'étranger, est-ce que la justice a les moyens de confisquer ses biens matériels et financiers? C'est long, c'est complexe, mais juridiquement, nous disposons des possibilités dans le cadre de l'entraide internationale. Il faut d'abord remonter les circuits de blanchiment, voir où l'argent a été réinvesti, mettre en œuvre les demandes, par exemple, des juges d'instruction de confisquer la villa qui pourrait se trouver à l'étranger, la saisie de comptes en banque qui pourrait également se trouver à l'étranger. Nous avons cette capacité-là. Après, moi, ce que je souhaite, c'est une évolution pour être encore plus dynamique et encore plus volontariste. Je vous donne quelques chiffres qui relèvent de la période où j'étais effectivement le directeur de la GRASC. On me dit qu'en France, alors c'est un chiffre nécessairement une estimation, que le trafic de drogue rapporte en France dans les 3 milliards d'euros. Nous saisissons et nous confisquons chaque année, et c'est en très forte augmentation et je m'en félicite, pour 50 millions d'euros. Donc vous avez vu que la marge de progression reste très importante, même si chaque année ces chiffres sont en augmentation, et on pourrait envisager un système un peu comme il existe en Italie ou aux États-Unis de confiscation sans condamnation, c'est-à-dire que vous décorrélez la confiscation du patrimoine du criminel de sa condamnation pour une infraction de trafic de stupéfiants, pour un homicide ou pour une extorsion, dès lors que vous arriveriez à démontrer que la personne est dans le cadre d'une organisation criminelle et que ses revenus sont disproportionnés par rapport à ce qu'il déclare officiellement, vous pourriez confisquer immédiatement. Et là, ça serait une force de frappe. Vous affaibliriez l'organisation criminelle très rapidement. Vous connaissez bien Marseille. Qu'est-ce qui a changé selon vous ces 20 dernières années? Qu'est-ce que vous pensez du terme que vous utilisez, narcoterrorisme? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que par rapport au terme que vous avez employé dans votre interview, narcobanditisme, narcoterrorisme,
terrorisme par rapport à règlement de compte. Ma première période marseillaise, de 2004 à 2008, on avait encore des phénomènes de règlement de compte entre membres du milieu de la criminalité organisée. C'était des personnes plus établies, plus âgés, qui essayaient d'éliminer leurs adversaires, c'est-à-dire les têtes de réseaux adverses, les membres de l'organisation criminelle, avec un travail très recherché. Alors c'était totalement délétère, c'est un milieu qui était tout à fait détestable, mais qui provoquait peu de victimes collatérales dans la mesure où c'était des contrats qui étaient exécutés par des professionnels. Ce monde-là a totalement disparu. Ce milieu corso marseillais qui a été longuement évoqué dans des séries, dans des films, il est totalement disparu et sans même être éliminé par les narcotrafiquants. Il est mort de sa belle mort. Submergé par ce narcotrafic, avec les profits générés par ce narcotrafic, la masse des personnes qui, dans les quartiers nord, vivent directement ou indirectement de ce trafic. Donc c'est ça la nouveauté. La nouveauté également, pour vous parler de narcoterrorisme, c'est un terme qui est peut-être un peu fort, mais qui veut dire que l'objectif, quand vous prenez un point de deal, vous n'allez pas travailler sur une personne et nécessairement essayer d'éliminer la tête de réseau. Vous allez envoyer des jeunes qui auront été recrutés du jour au lendemain, qui avec une Kalachnikov vont rafaler le point de deal, et souvent vous allez avoir comme victime des jeunes gens ou des jeunes filles. C'est ça la nouveauté. La nouveauté, on peut penser à différentes choses qui ont évolué. On va les prendre une par une, notamment les victimes collatérales. On pense à cette jeune fille, Sokaina, victime d'une balle perdue alors qu'elle était dans sa chambre à Marseille, des victimes collatérales, ce qu'on appelle les baby killers, c'est-à-dire ces tueurs à gages qui sont extrêmement jeunes, et puis aussi Internet, il faut le dire, avec le recrutement de dealers sur Internet, et puis aussi ces vidéos qui montrent des meurtres sur ces victimes collatérales. On a franchi un cap. Absolument. Rajeunissement des auteurs. On a le phénomène de jobbers dont on parle, c'est-à-dire des gens qui viennent de la France entière, des jeunes, pour se livrer au trafic de drogue, et qui peuvent être, dans un deuxième temps ou même immédiatement, recrutés pour devenir des tueurs. Donc là, Ce sont des jeunes de quel âge? On a parlé de 16 ans. Ah oui. À la fois, on a un rajeunissement des auteurs et des victimes. Vous avez des jeunes entre 16 et 20 ans. C'est ça. Ces jeunes sur les points de deal qui sont assassinés. Et alors certes, ils commettent des infractions, mais c'est aussi souvent de très très jeunes gens. Alors il y a des choses qui paraissent totalement insupportables à la population. Vous parliez de Sokaina, c'est totalement inadmissible. Avec la police judiciaire, nous travaillons d'arrache-pied naturellement pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice. Donc ça nous paraît indispensable. Mais j'irai même au-delà. Quand vous avez un jeune de 16 ans, ce jeune Savoyard, je donne toujours cet exemple, qui est recruté par le biais des réseaux sociaux, qui arrive à la gare Saint-Charles de Marseille, qui est recruté, qui est pris en charge, qui est placé immédiatement sur son point de deal et qui 4 heures après est assassiné en recevant une rafale de Kalachnikov. Alors certes, c'est un auteur de trafic de stupéfiants, mais moi je fais pas de hiérarchie avec les victimes. Ça reste également une victime du trafic de drogue et de l'organisation. Et ce que je voudrais là aussi indiquer et qui me paraît fort, c'est que il faut prendre le problème dans sa globalité pour lutter contre ce dernier. Et autant, si ce jeune de 16 ans, je l'attrape sur un point de deal, je vais le déférer devant un juge pour enfants, je vais l'interdire de paraître à Marseille, je l'assume complètement. Mais autant, quand on voit ces jeunes de 14, 15, 16 ans, 17 ans qui arrivent sur Marseille et qui, parce qu'ils ont volé 20 € à l'organisation pour se payer un sandwich, sont torturés. Là, on en a encore retrouvé un dans les collines aux alentours de Marseille, nu, imbibé d'essence, où on y a fait un simulacre d'exécution. Ce sont également des victimes, et je demande à mes magistrats d'ouvrir à la fois contre le réseau sur infraction à la législation sur le stupéfiant, mais toujours contre le réseau sur traite des êtres humains. Il y a un autre aspect, c'est les familles de victimes. Elles ont l'impression que ce type d'affaire est rarement élucidé. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, elles sont
beaucoup plus fortement élucidé que les règlements de compte dont je vous parlais des autres années. Après, les familles de victimes peuvent rester sur leur faim pour 2 points de vue. Le premier, évidemment, d'attraper le jeune tueur de 18 ans qui, sans aucune morale, va ôter la vie et de nature à les satisfaire. Mais ce qui les satisferait encore plus, c'est qu'on arrive à confondre les commanditaires et qu'on arrive à les mettre dans un box de cour d'assises. Nous y travaillons, mais c'est plus difficile. Et puis la deuxième chose qui est assez insupportable pour les victimes, c'est pour ça que je veux pas faire c'est ce concept de victime innocente. Bien sûr que Sokaina, c'est insupportable, c'est une victime innocente et c'est la première de mes préoccupations. Mais quand vous habitez dans les quartiers nord, vous êtes une mère seule, vous vous levez le matin pour travailler et avec les difficultés que vous rencontrez, et que votre fils, parce qu'il était charbonneur, parce qu'il était guetteur, parce qu'il faisait partie du point de deal, il est assassiné, et qu'on lui dit, mais madame, votre fils, il était quelque part un peu coupable. Tant qu'ils se tuent entre eux, ça nous est tant qu'ils se tuent entre eux. C'est insupportable à entendre pour une mère. Et donc, je crois qu'on doit essayer de régler le problème dans sa globalité. Les réseaux sociaux, à la fois pour le recrutement et pour ces diffusions de vidéos parfois insupportables, est-ce que vous avez les moyens de lutter? Est-ce que c'est un problème supplémentaire pour la justice? Comment vous y travaillez? Oui, alors là aussi, j'ai une réflexion avec mes collègues, c'est de dire, c'est de faire des campagnes. On parle de Snapchat avec des recrutements de charbonneurs, non, etc. mais complètement. Je pense qu'il faut s'adresser à notre jeunesse avec le langage qu'ils comprennent. Et moi, je suis en discussion avec les services de communication du ministre de la Justice pour faire des campagnes qui iraient sur Snapchat, qui iraient sur des messages brefs, percutants. Pourquoi on a le phénomène de jobbers recrutés parce que les jeunes Marseillais, ils savent ce qui se passe. Et les réseaux ont de plus en plus de mal. Alors, il y en a encore, mais à recruter des Marseillais. C'est pour ça qu'on va recruter, et c'est l'Eldorado marseillais. Et nous, le message qu'on doit passer, c'est vous allez être maltraité par l'organisation, vous allez être de la chair à canon, et vous pouvez perdre la vie en croyant aux sirènes de l'argent facile. Et ce message, il faut le faire passer simplement, clairement. Mais comme c'est les réseaux sociaux qui recrutent, il faut trouver des messages adaptés sur les réseaux sociaux. Et vous voyez, nous y réfléchissons. Comme je vous l'ai dit, le seul moyen un petit peu de juguler et de résorber le phénomène, c'est d'avoir une vision globale, et elle passe également par de la communication adaptée pour dissuader les candidats. Et comment on lutte contre la vente et l'achat de drogue, de cannabis, notamment sur Internet? Est-ce que vraiment c'est en train de prendre le dessus par rapport au point de deal physique? Le travail très important qui est fait par les services de police, de harcèlement, de fragilisation des points de deal, et puis avec l'évolution de la société, les trafiquants s'adaptent dans Uber Sheet, c'est-à-dire vous faites venir votre pizza par Uber, et bien maintenant vous faites venir également votre barrette de cannabis, donc ça nous impose de nous adapter naturellement, mais ça entraîne les mêmes conséquences. Donc moi je parle les consommateurs. Important de dire, c'est une problématique globale. Il faut arrêter de consommer. Le jeune de 16 ans qui va sur le point de deal acheter sa barrette de résine de cannabis, il faut qu'il sache très indirectement, naturellement, mais qu'il participe du phénomène global et qu'il est aussi indirectement à l'origine de l'assassinat de son frère d'humanité, qui n'a pas eu le même parcours de vie que lui, et qui, lui, est à 2h du matin sur ce point de deal et qui peut se faire tuer à tout moment. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait Vous une parlez prise... aussi de responsable du consommateur, La responsabilité du consommateur et des parents des consommateurs également. La responsabilité, c'est pas que pour la femme de ménage, mère isolée du 16e arrondissement. La responsabilité, elle est pour l'ensemble de la société. C'est la société dans sa globalité qui devra répondre à ce phénomène. La justice et la police, toutes seules, n'y arriveront pas. Dernier thème que l'on va aborder, c'est la présence d'armes à Marseille. Concrètement, on a du mal à comprendre. Est-ce qu'il y a beaucoup d'armes? Est-ce que c'est facile de s'en procurer? On a entendu ce chiffre récemment, 250 € pour acheter une Kalachnikov. C'est vrai ou pas?
Je pense que là, c'est la phase de discount, 250 euros. On est plus entre 500 et 1000 euros la Kalachnikov, mais c'est là aussi très effrayant, cette facilité et cette possibilité. Ce qui reste peu cher. Ce qui reste tout à fait pas cher du tout pour se procurer ce type d'armes. Et d'où viennent ces armes? Alors, ces armes, elles viennent d'un certain nombre de conflits chauds ou éteints. Ex-Yougoslavie notamment. Oui, tout à fait. Mais enfin, l'ex-Yougoslavie, on lui fait porter le dos. Ça date un petit peu, puisque les accords de Dayton datent de 1995. La réalité, et là aussi, mais les effectifs de police ne sont pas extensibles à l'infini. Il serait intéressant de travailler sur les réseaux qui procurent les armes, puisque nous travaillons beaucoup sur les réseaux de trafic de stupéfiants. Compte tenu de l'ampleur de la diffusion des armes sur la métropole marseillaise, il serait intéressant aussi d'ouvrir des dossiers de longue haleine pour essayer de démanteler les organisations qui fournissent les armes à nos narcotrafiquants. Il y a ce projet qui a été déposé par un élu marseillais, Hassen Amou en l'occurrence, au Sénat. Donc ça va être fait, de faire une cartographie des armes, combien ça coûte, où est-ce qu'elles viennent, qui peut les acheter. Est-ce que ce sont des données qui vous manquent pour lutter contre le trafic d'armes ? Oui, des données chiffrées, ça va vous aider, tout ça ? Oui, tout ce qui est une analyse de phénomènes, des éléments statistiques nous permettent effectivement d'adopter notre politique. Alors, vous voyez, on descend sur la gravité des armes. Pour vous donner un exemple, on constate une recrudescence de coups de couteau en ce moment. Nous allons essayer de nous adapter et adapter nos poursuites pour les ports d'armes sur les couteaux. Alors, voilà. Donc, toutes les données chiffrées qui nous permettent de déterminer l'ampleur du phénomène et pas simplement se dire on pense qu'il y a que, ça peut être intéressant. Merci beaucoup, Nicolas Besson, d'être venu sur le plateau de Bonsoir de Marseille Politique. Je rappelle que vous êtes le procureur de la République de Marseille. Merci beaucoup à vous. Merci. Très bonne soirée. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. À tout de suite.